En 1979, Cycle Gitane employait 720 personnes à Machecoul, exportait ses vélos jusqu'en Amérique, et son équipe Renault Gitane venait de remporter le Tour de France pour la deuxième année consécutive, sur un vélo conçu en soufflerie, protégé par 23 brevets, monté par des ouvriers dont les pères avaient déjà travaillé entre ces murs. Puis, propriétaire après propriétaire, tout a été démonté. Un constructeur automobile qui a vendu. Un consortium suédois qui a délocalisé, 6 propriétaires en 40 ans. Aujourd'hui, dans le hall d'entrée de l'usine de Machecoul, les vélos jaunes et noirs avec lesquels Bernard Hinault a remporté le Tour de France sont exposés sous verre, dans une manufacture qui n'assemble plus un seul vélo Gitane. Chapitre 1. Le gitan de Machecoul. Cette histoire commence, comme tant d'histoires industrielles françaises, par un homme qui savait se servir de ses mains. En 1923, dans la petite ville de Machecoul, au sud de la Loire-Atlantique, pays de Retz, pays de bocage, pays de marais et de fermes qui avaient besoin de charrons et de forgerons plus que de discours, un ancien artilleur du nom de Marcel Brunelière installa son atelier de forgeron mécanicien agricole. Brunelière était né en 1893 à Saint-Philbert-de-Bouêne, en Vendée, dans une famille modeste, le genre de famille où l'on apprenait à travailler le métal avant d'apprendre à lire couramment. Il avait fait sa guerre, 4 ans et 5 mois sous les drapeaux, du 2 août 1914 au 6 janvier 1919, dans plusieurs régiments d'artillerie. Et de cette guerre, il avait rapporté ce que rapportaient tous les survivants qui avaient eu la chance de servir près des canons plutôt que dans les boyaux. Une familiarité intime avec le métal, avec les alliages, avec la forge et le brasage, avec la mécanique sous toutes ses formes, toutes ses formes. Les obus qu'il avait manipulés pendant 4 ans avaient formé ses mains à une précision que l'école n'enseignait pas. Quand il revint au pays, démobilisé, il savait faire des choses que personne autour de lui ne savait faire aussi bien. Le marché qu'il servait à Machecoul, c'était celui des fermes du bocage vendéen et nantais. Socs de charrue, pièces d'attelage, réparation de matériel agricole, ferrures. Tout ce qui se tordait, se cassait ou s'usait dans une exploitation paysanne et que seul un forgeron pouvait remettre en état. La France de l'entre-deux-guerres dans ces campagnes de l'Ouest, c'était encore une France quasi médiévale par endroits. Des chemins de terre, des charrettes à cheval, des exploitations qui fonctionnaient avec les mêmes outils que ceux de leurs grands-pères. Brunelière s'y fit connaître pour son habileté, pour son sérieux, et surtout pour ce sens du commerce, ce flair particulier qui distingue l'artisan qui prospère de l'artisan qui survit. Il écoutait ses clients. Il voyait ce qu'ils voulaient acheter avant qu'ils ne le sachent eux-mêmes. C'est ce flair qui lui souffla, en 1925, de basculer du service agricole vers une aventure nouvelle. Le commerce de pièces détachées pour bicyclettes. La bicyclette, dans la France de l'entre-deux-guerres, était en train de devenir l'objet populaire par excellence. Le moyen de locomotion de l'ouvrier, du facteur, du maraîcher, du gendarme, de l'instituteur, de quiconque devait se déplacer sans les moyens de s'offrir un moteur. On comptait alors des millions de bicyclettes en circulation sur les routes de France. Et qui dit bicyclette dit chambre, à air crevé, rayons cassés, chaînes usées, freins à changer, pédales à remplacer. Il y avait un marché. Brunelière l'avait senti. Un an plus tard, en 1926, il s'associa avec un cadet vendéen, Eugène Redoy, né en 1906 à Saint-Philbert-de-Bouêne, lui aussi, 13 ans de moins, forgeron comme lui, et doté de la même énergie tenace que les hommes du bocage portaient comme un héritage génétique. Ensemble, ils ouvrirent un atelier de montage rue des Redoux, à Machecoul. L'atelier, c'était une ancienne écurie. Pas une métaphore, pas une exagération rétrospective. Une écurie, avec ses murs de pierre, son sol de terre battue, sa hauteur sous plafond calculée pour un cheval. Eugène Redoy racontera bien plus tard, avec cet humour goûteux que seuls se permettent les vieux ouvriers qui ont vu naître un empire dans la misère, les premiers vélos machecoulais sont nés, assemblés dans une étable, sous l'œil intrigué d'une vache et d'un cheval. L'image fait sourire, mais elle dit l'essentiel. 2 forgerons, une vache, un cheval, une écurie de village,
Et le début d'une marque qui allait remporter 11 fois le Tour de France et faire rêver des générations de gamins français. Au commencement, Brunelière et Redoix ne fabriquaient rien. Ils assemblaient des tubes achetés à des fournisseurs extérieurs, des pièces de guidon, des roues, des freins, le tout monté à la main, 2 à 3 vélos par jour, vendus sous des noms qui changeaient au gré de l'inspiration. D'abord GMB, pour Georgette Marcel Brunelière, Georgette étant l'épouse de Marcel, puis Marbru, puis Rêve d'or. Des noms sans mémoire, des noms qu'on oubliait en les entendant. 10 salariés. Une production artisanale, bricolée, portée par la débrouillardise, et cette chose que les Français de l'époque appelaient le système D. La capacité sacrée à faire beaucoup avec très peu, à trouver une solution quand il n'y en avait pas, à bricoler le monde pour qu'il fonctionne. Et puis, en 1928, Georgette Brunelière eut une idée qui allait valoir plus que toutes les campagnes publicitaires du siècle. Son mari passait sa vie sur les routes, à chercher du stock chez les fournisseurs, à démarcher les clients dans les villages du bocage, à sillonner la Loire-Atlantique et la Vendée sur sa propre bicyclette ou dans une camionnette brinque-ballante, toujours par Mont et par Vaux, toujours partie, jamais au même endroit 2 jours de suite. Elle l'avait surnommé le gitan. Un mot affectueux, un mot de femme qui attend et qui rit. Elle suggéra qu'on prenne ce sobriquet et qu'on le donne au vélo. Et Marcel, qui avait le sens du commerce, comprit immédiatement la valeur de l'idée. Le 5 juillet 1928, à Nantes, la marque fut officiellement déposée. Enregistrée à l'ENPI en 1929, Gitane, au féminin. Comme la bicyclette, comme la route. Le nom était un coup de génie involontaire, comme le sont les meilleures trouvailles commerciales. Gitane, sonore, libre, évocateur, aux confins de l'errance, du romantisme et de la liberté. Pour un objet qui servait précisément à parcourir les routes, à fuir l'étroitesse du village, à traverser le bocage jusqu'à la mer, il n'y aura jamais eu de meilleure trouvaille. Ce nom-là collait au cadre comme la peinture, et il allait tenir un siècle. Quand des agences de communication modernes facturent des dizaines de milliers d'euros pour trouver un nom de marque, elles n'arrivent presque jamais à ce que Georgette Brunelière avait trouvé un soir, dans sa cuisine de Machecoul, en 1928. Chapitre 2. L'envol d'une manufacture, Gitane grandit lentement, comme grandissaient les entreprises françaises d'avant-guerre, sans venture capitale, sans plan quinquennal, sans rien d'autre que le marché, le travail et la volonté du patron. Les 2 associés construisirent eux-mêmes la charpente métallique de leur usine, de la rue des Redoux. Quand il pleuvait et que le toit n'était pas fini, on mettait une bâche. Quand il manquait une machine, on en fabriquait une. Quand il manquait un fournisseur, on apprenait à faire la pièce soi-même. C'est d'ailleurs ce qui se passa au tournant de 1940. Sous la pression des pénuries de l'occupation, l'acier était réquisitionné, les fournisseurs avaient disparu, les circuits d'approvisionnement étaient coupés. Brunelière et Redoix apprirent à fabriquer eux-mêmes les cadres de leurs vélos, au lieu de les acheter à l'extérieur. La guerre, comme souvent dans l'industrie française, avait forcé l'autonomie. Ce qui était né de la pénurie devint un avantage compétitif pour l'après-guerre. Gitane maîtrisait désormais la fabrication du cadre, le cœur du vélo, la pièce sur laquelle tout le reste s'assemble et dont la qualité détermine tout. La rigidité, le poids, la tenue de route, la durée de vie. L'entreprise franchit le conflit. Et quand la France se remit à pédaler, quand la bicyclette redevint l'instrument de la reconstruction, le véhicule des années maigres, l'outil quotidien d'un peuple qui remontait pierre par pierre un pays en ruine, Gitane était là, avec son atelier, ses ouvriers et son nom qui sentait la route. En 1948, Marcel Brunelière prit une décision qui allait changer l'échelle de l'entreprise. Le sponsoring sportif. Pas par stratégie marketing. Le mot n'existait pas encore dans le vocabulaire des patrons vendéens, mais par instinct. Le cyclisme professionnel, dans la France d'après-guerre, c'était le spectacle populaire par excellence. Le Tour de France, c'était la grand-messe de juillet, la seule compétition sportive que tout le monde suivait, du paysan du Cantal à l'ouvrier de Billancourt. Avoir son nom sur un maillot, c'était le mettre dans la tête de millions de Français pour le prix d'une poignée de vélos et de quelques frais d'hôtel. L'équipe Gitane Stella fut la première dès 1948. L'année suivante, ce fut la Gitane Hutchinson,
dans laquelle courut pendant 3 saisons un jeune cycliste d'origine polonaise nommé Jan Stablinski, fils d'un mineur du Nord, immigré, devenu français par le vélo, par la mine, par le travail. Stablinski incarnait cette France ouvrière et métissée qui produisait les coureurs comme elle produisait les ouvriers. À la dure, dans l'effort, avec une fierté sans discours. Le nom de Gitane commençait à apparaître dans les journaux sportifs, et pour un fabricant de vélos, il n'y avait pas de meilleur endroit. En 1953, la société se transforma en SARL et se diversifia vers les cyclomoteurs et les motocyclettes. La France des années 50 rêvait de Solex, de mobylettes, de motobécanes. Tout ce qui avait un moteur et coûtait moins cher qu'une automobile. Gitane voulut sa part de ce marché en pleine explosion. Elle lança ses propres modèles à moteur, puis conclut un partenariat avec l'italien Testi sous la marque Gitane Testi, qui lui permit d'entrer dans le sport mécanique. Le forgeron de Machecoul n'était plus un forgeron. Il était un industriel à 2 roues, dont les produits allaient du vélo de facteur au cyclomoteur du lycéen. Puis vint le nom qui allait tout accélérer. En 1957, un jeune Normand prodigieux, un métronome sur 2 roues, un homme dont le pédalage avait la régularité d'une machine-outil, devint champion de France sur un vélo gitane. Il s'appelait Jacques Anquetil. La même année, il remporta son premier Tour de France, pas encore sous les couleurs gitanes, car le Tour se courait alors en équipe nationale, pas en équipe commerciale. Mais le nom d'Anquetil et le nom de Gitane s'étaient croisés. Et ce croisement allait devenir une conjonction qui changerait le destin de la marque. L'entreprise employait alors une 50aine de personnes. En 1960, elle se transforma en société anonyme sous le nom de MICMO, manufacture industrielle de cycles et de motocycles, tout en conservant la marque Gitane pour ses vélos. C'était la dualité juridique qui caractériserait longtemps la maison. MICMO l'industriel, celui qui signait les bilans et les contrats de travail. Gitane, le porteur d'histoire, celui qui signait les maillots et les rêves. L'écurie de la rue des Redoux commençait à ressembler à une manufacture, et la manufacture avait de l'ambition. Chapitre 3. Anquetil, l'Amérique et l'explosion. L'année 1962 marqua le véritable décollage sportif de Gitane. La marque devint sponsor principal de la dernière saison de l'équipe Alcyon, sous l'intitulé Gitane Leroux Dunlop Air Gemignani. Mais c'est en 1963 que l'ascension atteignit un autre palier. Raphaël Gemignani, ancien coureur, prince des directeurs sportifs, homme de réseau, de caractère et de cette gouaille méridionale qui pouvait convaincre n'importe qui de n'importe quoi, monta une équipe Saint-Raphaël Gitane dans laquelle courait Jacques Anquetil, déjà sacré 3 fois sur le Tour. Le maillot était sublime, blanc avec la partie supérieure rouge et le bas bleu ciel. Le palmarès fut tonitruant. En 1963, sous ses couleurs, Anquetil remporta son 4e Tour de France. Il enchaîna Paris-Nice, le Dauphiné libéré, et termina la saison avec la Vuelta à España. On ne parlait plus de coureurs doués. On parlait de machine. Et la machine roulait sur Gitane. En 1964, sous le maillot Saint-Raphaël Gitane Dunlop, Anquetil signa son 5e et dernier tour, au terme du duel mythique avec Raymond Poulidor sur les pentes du Tfo, du Puy de Dôme, ce corps à corps légendaire, coude contre coude, dans la chaleur de juillet, qui allait hanter la mémoire sportive française pendant un demi-siècle. Et sur le cadre du vélo d'Anquetil, Gitane, la marque du forgeron de Machecoul, inscrite sur le vélo du plus grand coureur de contre-la-montre que la France ait jamais produit. Quand le sponsor Saint-Raphaël se retira en 1965, Gitane réinvestit avec Ford France. Anquetil termina sa carrière de leader, mais son équipier Lucien Aymar prit le relais en remportant le Tour de France 1966. Sur Gitane, 6 victoires majeures en 4 saisons. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, un événement commercial discret allait transformer l'entreprise plus sûrement encore que n'importe quelle victoire sportive. En 1958, un importateur de Virginie nommé Mel Pinto avait commencé à introduire les vélos Gitane aux États-Unis.
Pinto sentait les tendances avant qu'elles ne deviennent des marchés. Et le marché qui mûrissait à la fin des années 60 était colossal. Le bike boom américain, déclenché par un mélange de contre-culture hippie, d'écologie naissante, de préoccupations sanitaires, puis accéléré par le choc pétrolier de 1973, transforma le vélo européen léger en objet de désir pour des millions d'Américains. Gitane fut en première ligne. Le modèle phare s'appelait la Gitane Tour de France, cadre en tube Reynolds 530 et un anglais, dérailleur simplex, frein Mafac, moyeu Normandie, tige de selle pivot, pédalier Stronglite, un montage intégralement français assemblé à Match et Cool, vendu à un tarif qui paraissait presque démocratique pour un vélo de course européen. En 1972, Gitane exporta 185 000 vélos, dont l'écrasante majorité partait vers les États-Unis. C'était plus que la production totale de l'entreprise pendant toute la décennie 60. Gitane était devenu le premier exportateur français de bicyclettes. Dans les magasins de vélos de San Francisco, de New York, de Boston, de Chicago, le nom Gitane s'affichait à côté de Peugeot et de Raleigh, comme une garantie de qualité européenne. Les Américains qui n'avaient jamais mis les pieds en Loire-Atlantique savaient prononcer le mot Gitane, souvent de travers, mais ils le savaient. Le fondateur, lui, tirait sa révérence. Marcel Brunelière avait pris sa retraite en 1966, à 73 ans, après plus de 40 ans passés dans l'entreprise qu'il avait bâtie de ses mains. Il mourut à Machecoul en 1973, l'année même où ses vélos traversaient à l'Atlantique par dizaines de milliers. Il ne vit jamais tout à fait l'ampleur de ce qu'il avait fondé dans son écurie de la rue des Redoux. Mais il en avait vu assez pour savoir que le gitan avait gagné. Eugène Redoy, son associé des premiers jours, celui qui avait raconté l'histoire de la vache et du cheval, lui survivrait jusqu'en 1999, assez longtemps pour voir la marque atteindre le sommet et commencer à en redescendre. L'entreprise passa aux mains de Serge Pollange, 170 salariés, 67 000 vélos produits en 1968. Puis, en 1970, Claude Hautier reprit les rênes et amorça la grande accélération industrielle. Sous sa direction, les chiffres explosèrent à une vitesse que même Brunelière n'aurait pas imaginée. En 1974, 350 000 bicyclettes, 600 salariés. En 1975, 720 personnes. Une nouvelle unité de production fut ouverte à Port-Saint-Père, en Loire-Atlantique, pour absorber la demande. L'ancienne écurie de la rue des Redoux, devenue depuis longtemps trop exiguë et inadaptée à une production industrielle, fut abandonnée à la fin des années 70 pour une usine moderne, route de Challans, à la sortie de Machecoul, un bâtiment neuf, fonctionnel, conçu pour la chaîne et le volume, sur une voie que la municipalité rebaptiserait plus tard rue Marcel Brunelière, en hommage au fondateur disparu. En 50 ans, on était passé de 2 vélos par jour dans une étable à 800 vélos par jour dans une usine de 35 000 mètres carrés. L'écurie était devenue une manufacture. La manufacture était devenue une usine. Et l'usine faisait tourner tout le pays de Retz. Chapitre 4. Quand Renault chaussa les guêpes. Au début des années 70, la régie Renault, mastodonte étatique, constructeur automobile de la France gaulienne, cherchait où placer ses billes. Le choc pétrolier de 1973 menaçait l'industrie automobile. Les marchés modestes, cyclomoteurs, vélos, explosaient précisément parce que le pétrole coûtait cher. Renault, sous la direction de Pierre Dreyfus, puis de Bernard Vernier-Payez, entra en stratégie de diversification. D'abord, en 1974, la régie prit une participation dans Motobécane, qu'elle revendit début 1975 contre 17,35% du nouvel ensemble Solex Motobécane. Peugeot contre-attaqua immédiatement en raflant 16,91% du même groupe. C'était la guerre froide de l'industrie française des deux roues, un jeu d'échecs capitalistique où Renault et Peugeot se bloquaient mutuellement. Bloqué côté cyclomoteur, Renault se retourna vers le vélo pur. En 1974, la régie acquit 30% de Micmo Gitane. En 1976, elle prit 100% du capital.
l'usine, les machines, les ouvriers, les marques et l'équipe cycliste Gitane Campagnolo. Pour les salariés de Machecoul, l'arrivée de Renault fut d'abord une bonne nouvelle. La régie nationale, c'était la sécurité de l'emploi, les moyens industriels d'un géant, la promesse d'investissement que le petit patronat vendéen n'avait jamais pu offrir. Et de fait, les moyens arrivèrent. La direction sportive de cette équipe fut confiée à Cyril Guimard, ancien coureur professionnel dont la carrière avait été brisée par une blessure au genou, devenu à 32 ans l'un des directeurs sportifs les plus brillants et les plus autoritaires du peloton. Guimard avait l'œil pour le talent et l'instinct tactique d'un général. Ce que Renault lui donna, de l'argent, de la technologie, de la logistique automobile, Guimard le transforma en la plus grande machine à victoire du cyclisme mondial. Le maillot était jaune et noir, inspiré du losange Renault. Antoine Blondin, la plus belle plume sportive de France, le compara dans L'Équipe, en juillet 1979, à l'abdomen d'une abeille. Quand l'équipe écrasa le peloton, la presse parla de la guêpe. Les voitures suiveuses étaient des Renault 20 et 30. Le nom de l'équipe changeait selon les saisons. Renault Gitane Campagnolo en 78, Renault Gitane en 79 et 80, Renault Elf Gitane en 81 et 82, Renault Elf à partir de 83. Mais les vélos restaient des Gitanes. Le premier leader s'appelait Bernard Hinault. Breton, né en 1954 à Iffignac, fils de cheminot, un tempérament de granit. Celui qu'on surnommerait le blaireau, parce qu'il mordait et ne lâchait jamais. Guimard l'avait repéré chez les amateurs, recruté, façonné, lui avait appris la patience, le calcul tactique, tout en laissant intacte cette rage de vaincre qui faisait d'Hinault le coureur le plus redouté de sa génération. En 1978, Hinault, 23 ans, remporta son premier Tour de France sur Gitane. En 79, il récidiva. En 80, une tendinite au genou le contraignit à l'abandon. Joop Zoetemelk, vétéran hollandais, rafla le titre. Mais en 81, Hinault revint et signa son troisième tour. En 82, le quatrième. 4 Tours de France en 5 éditions, tous sur cadre Gitane. Plus 2 Giro d'Italie, 2 Vuelta d'Espagne, un championnat du monde sur route à Salanches en 1980, la plus belle collection de victoires du cyclisme français depuis Jacques Anquetil. En 83, Laurent Fignon, parisien, binoclard, intellectuel du peloton, prit le relais d'Hinault, opéré du genou. Fignon remporta le Tour. En 84, il récidiva. 6 Tours de France en 7 éditions. Et dans l'effectif de cette équipe, des noms qui allaient marquer l'histoire. Marc Madiot, Yvon Madiot, Charlie Mottet, Jean-René Bernaudot, Maurice Le Guillou, Lucien Didier. Plus un Américain venu du Nevada que Guimard avait recruté à prix modeste et que personne ne connaissait en France. Greg LeMond, futur triple vainqueur du Tour, champion du monde en 83 sous les couleurs Renault Elf, sur Gitane. Et Jonathan Boyer, dit Jock, le tout premier Américain à prendre le départ du Tour de France en 1981. L'équipe Renault Gitane ne gagnait pas seulement des courses. Elle inventait l'avenir du cyclisme. Chapitre 5. Le profil et la soufflerie. Ce que Renault apportait à Gitane, ce n'était pas seulement de l'argent, c'était la technologie d'un constructeur automobile. La régie possédait une soufflerie à l'Institut aérotechnique de Saint-Cyr-l'École. Sous la direction du professeur Maurice Ménard et en collaboration avec Mavic, les ingénieurs entreprirent dès 1977 de concevoir un vélo de contre-la-montre, comme le cyclisme n'en avait jamais vu. Le Gitane Profil. Tube Reynolds 531, 8/10 d'épaisseur, profilé en gouttes d'eau pour fendre l'air. Cintre Mavic en V, gaine de frein interne, glissée à l'intérieur du cadre. Fourche à 80 mm d'anthrax. Jantes habillées de profil aérodynamique de 18 mm. Plateau profilé conçu non pas pour la puissance, mais pour le flux d'air. L'ensemble, testé à 45 km/h en soufflerie, offrait selon Guimard une résistance à l'air 50% moindre qu'un vélo classique. 23 brevets internationaux protégeaient par le projet. 23 brevets. Pour un vélo.
Hinault l'utilisa pour la première fois lors du prologue du Tour de France 1979. Quatrième à 4 secondes. Ce fut la seule fois où la machine ne domina pas. Sur les 3 tours suivants, Hinault remporta 11 contre-la-montre individuels sur 18 au guidon du profil. 11 sur 18. Le couple Hinault-Profil, sur l'exercice du contre-la-montre, était sans rival dans l'histoire de la discipline. Les équipes adverses ne savaient pas comment répondre. La plupart n'avaient tout simplement pas accès à une soufflerie, et quand elles tentaient d'imiter les formes profilées, elles se faisaient de son saut, tant elles le faisaient à l'aveugle, sans les données aérodynamiques que seul un constructeur automobile pouvait fournir. Le profil engendra un successeur, le Gitane Delta, présenté au prologue du Tour 1984, et inspira une gamme grand public, le Gitane Vigorelli, version profilée en tube Camus Aero 7, vendu aux amateurs qui voulaient rouler comme Hinault. L'innovation de la soufflerie était devenue un argument commercial. Et il faut noter, parce que l'histoire l'a presque oublié, qu'en 1975, Gitane avait été l'un des premiers fabricants au monde à présenter un cadre en carbone et fibre de verre, importé des États-Unis sous le nom Graphite, 3 ans avant la sortie commerciale des premiers composites concurrents. Lucien Van Impe, vainqueur du Tour 1976 sous les couleurs Gitane Campagnolo, l'essaya comme vélo d'escalade. Un forgeron vendéen, une soufflerie de constructeur automobile, un cadre en carbone avant tout le monde. Gitane n'était plus une marque de vélo. C'était un laboratoire d'innovation fondé dans une écurie. Chapitre 6. L'usine monde de Machécoul. Au tournant des années 80, l'usine de la route de Chaland, cette voie rebaptisée plus tard rue Marcel Brunelière, était devenue un complexe industriel qui faisait vivre tout le pays de Retz. Près de 800 salariés, 750 à 800 vélos assemblés par jour. Plus de 350 000 unités par an sous toutes les marques, dont 170 000 sous le seul nom Gitane en 1977. Premier employeur de Machécoul, premier exportateur français de bicyclettes. Mais les chiffres ne disent pas ce qu'était cette usine pour ceux qui y travaillaient. Ils ne disent pas le bruit de la chaîne de brasage des cadres, cette chaleur sèche et régulière du chalumeau sur le tube d'acier, ce sifflement continu qui accompagnait chaque soudure et que les braseurs finissaient malades par ne plus entendre après la première semaine, comme on cesse d'entendre le battement de son propre cœur. Ils ne disent pas la cabine de peinture, où les peintres décorateurs appliquaient les liserés à la main. Un geste de précision millimétrique, répété des centaines de fois par jour qui transformait un cadre brut en objet portant les couleurs de l'équipe Renault Gitane. Les peintres connaissaient la différence entre le jaune Renault du maillot et le jaune plus soutenu qui allait sur le cadre, parce que, sous les projecteurs du Tour, les couleurs ne rendaient âme pas de la même façon qu'en atelier. Personne ne leur avait appris ça dans un manuel. Ils l'avaient appris en regardant les courses à la télé et en comparant avec ce qui sortait de leurs mains. Puis la chaîne de montage où chaque ouvrier connaissait son geste, le sien, pas celui du voisin, et où un vélo progressait de poste en poste avec la régularité d'un métronome. Ceux qui montèrent les roues, ceux qui réglaient les dérailleurs, ceux qui ajustaient la direction, ceux qui serrèrent les freins, ceux qui vérifiaient l'alignement final. Chaque geste avait été appris, perfectionné, intériorisé au point de devenir un réflexe que les mains exécutaient sans que la tête ait besoin d'y penser. Du savoir-faire, au sens le plus littéral du terme, un savoir qui résidait dans les doigts, pas dans les diplômes. Les ouvriers venaient de Machécoul, de Saint-Philbert de Grandlieu, de Sainte-Pazanne, de Bourgneuf-en-Retz, des bourgs et des villages du pays de Retz. Beaucoup avaient un père, un oncle, un beau-frère qui étaient passés par là avant eux. C'était cette France de l'Ouest, où l'usine et le bourg ne faisaient qu'un, où l'on croisait ses collègues au marché du samedi, où le patron du bistrot savait quand les équipes changeaient, où les enfants de l'école primaire savaient que leur père travaillait chez Gitane, comme on dit qu'on habite quelque part. Sébastien Gachet, qui deviendrait responsable de l'assemblage à la manufacture française du cycle et qui y est salarié depuis 1994, natif du coin, le dira bien des années plus tard à France Bleu. Je suis natif du coin. On connaît forcément tous quelqu'un qui est passé par ici, que ce soit pour un emploi ponctuel ou des gens qui y ont fait leur carrière.
L'usine était plus qu'un employeur. Elle structurait le temps de la ville. La sirène de l'usine marquait les équipes et les commerçants de Machécoul organisaient leurs horaires en fonction. L'entrée de l'usine, le matin, c'était un spectacle en soi. Des dizaines de voitures et de mobylettes convergent vers le parking de la route de Chalence. Des hommes en bleu de travail qui se saluent d'un geste de la main, qui échangent 3 mots sur le match de la veille ou le temps qu'il fera, avant de passer le portail et de rejoindre leur poste. Et le soir, le flux inverse, la route de Chalence qui se vidait d'un coup, comme un fleuve qui changeait de sens, et Machécoul qui reprenait son souffle jusqu'au lendemain. Quand Hinault gagnait sur les Champs-Élysées, en 78, en 79, en 81, en 82, c'était Machécoul qui fêtait. Les ouvriers qui avaient brasé le cadre, peint le losange jaune et noir, ajusté la direction, savaient que leur travail roulait devant 20 millions de téléspectateurs. Ce lien entre la main de l'ouvrier et le geste du champion, entre l'atelier de Machécoul et l'arrivée sur les Champs-Élysées, c'était le ciment invisible de Gitane. C'était la raison pour laquelle les ouvriers disaient « nos vélos » quand ils parlaient comme des machines d'Hinault. Et ils avaient raison de le dire. C'étaient les leurs. Chapitre 7. Le sommet et la fissure, 1982. L'apogée. Hinault venait de remporter son 4e Tour de France sur Gitane. Fignon montait en puissance. Lemont, 21 ans, apprenait le métier sous le maillot Renault Elf. L'usine de Machécoul tournait à plein régime, 800 vélos par jour, 720 salariés, 350 000 unités par an. Le Gitane Profil dominait les contre-la-montre. Les modèles grand public, le Super Vitus, le Tour de France, l'Olympique, le record du monde, la série Bernard Hinault SMS en tube Reynolds se vendèrent dans toute l'Europe et aux États-Unis. L'équipe Renault Gitane était la plus titrée du peloton mondial. En 83, Fignon gagna le Tour. En 84, il récidiva. 6 tours en 7 éditions. Gitane était au sommet du monde cycliste. Mais le sommet, c'est aussi le point à partir duquel on ne peut plus que descendre. L'automne 1983 porta le premier coup, et c'est un coup qui venait de l'intérieur. Bernard Hinault, convalescent, humilié par la victoire de Fignon qu'il percevait comme un affront, le jeune le remplaçait, Guimard le laissait faire, posa un ultimatum à la régie. La direction de l'équipe ou son départ. Guimard, soutenu par Renault, refusa. Le 6 septembre 1983, la régie annonça par communiqué le départ d'Hinault. Le champion rebondit chez Bernard Tapie, qui lançait l'équipe La Vie Claire. À partir de 84, Hinault ne courait plus sur Gitane. Il roulait sur Logvitus. Sa 5e victoire au Tour en 85 porte le maillot La Vie Claire. Le champion icône de Machécoul était parti. Derrière cette rupture sportive, un naufrage industriel se préparait. L'année 1984 fut catastrophique pour Renault. 12,5 milliards de francs de pertes à l'échelle du groupe, minés par l'aventure américaine d'AMC Jeep. Mick Gitane elle-même avait accumulé 97 millions de francs de pertes depuis 82 pour un chiffre d'affaires de 120 millions en 84. Les exportations s'écroulaient, la baisse du dollar pénalisait les ventes américaines et la concurrence asiatique commençait à mordre. Les vélos sortis des usines de Taïwan coûtaient 4 fois moins cher que ceux de Machécoul. Le 21 janvier 1985, le PDG de Renault Bernard Anon fut remplacé par Georges Besse, ancien patron de Pétinet, chirurgien des entreprises malades. Besse coupait. C'était sa méthode. Et Mick Gitane faisait partie des branches qu'il jugeait sans avenir pour un constructeur automobile. En 1985, Renault revendit Mick Gitane. L'équipe cycliste disparut à la fin de la saison. L'aventure Renault Gitane, 8 saisons, 6 Tours de France, un championnat du monde, 23 brevets, une révolution aérodynamique, s'acheva par un communiqué comptable rédigé dans un bureau de Boulogne-Billancourt par des gens qui n'avaient jamais entendu le sifflement du chalumeau dans l'atelier de brasage. Guimard tenta de reconstituer une équipe sous la bannière Système U-Gitane en 86, avec Fignon en leader. Mais Fignon traînait ses blessures. Le monde avait filé chez La Vie Claire. L'argent de Renault n'était plus là. La dynamique était cassée. Et les ouvriers de la route de Chaland,
ceux qui avaient brasé les cadres du profil et peint les losanges jaunes et noirs, commençaient à entendre un mot qu'ils n'avaient jamais entendu appliquer à leur usine. Un mot qui allait recouvrir tout le reste, comme le lierre recouvre les ruines. Concurrence asiatique. Le pire n'était pas derrière, il était devant, et il avait la forme d'un conteneur en provenance de Taïwan. Chapitre 8. Le conteneur et la marée. En 1986, sous la pression de la rentabilité et sans l'argent de Renault pour amortir les pertes, Mick Mogitan regroupait ses unités de production éparpillées en une seule usine centralisée à Machecoul. L'année suivante, en 87, la totalité de la fabrication était sous un même toit. L'unité de Port-Saint-Père, ouverte à peine 12 ans plus tôt quand l'expansion paraissait sans limite, quand les 720 salariés de 1975 semblaient être le plancher et non le plafond, fermait ses portes. C'était une rationalisation classique, le mot que les consultants emploient quand ils veulent dire qu'on ferme un site pour en sauver un autre. Mais ce mot-là, employé à Machecoul en 1986, disait déjà que l'industrie cycliste française avait perdu sa marge. On ne rationalise pas quand on gagne. On rationalise quand on a cessé de gagner et qu'on essaie de survivre. Et pendant que Machecoul se contractait, le monde se reconfigurait. Au mi-temps des années 80, une marée venue d'Asie commença à submerger le marché mondial du vélo. Ce n'était pas un tsunami soudain, c'était une marée lente, régulière, inexorable, dont le niveau montait chaque année d'un cran, et dont personne en France ne mesurait encore l'ampleur quand elle commença à lécher les fondations de Machecoul. Le nom de cette marée, c'était d'abord Giant, une entreprise taïwanaise fondée en 1972 à Taichung, qui avait commencé par fabriquer des vélos pour des marques américaines avant de lancer sa propre gamme. Giant avait compris avant tout le monde que le vélo pouvait être produit à des coûts radicalement inférieurs en Asie du Sud-Est, sans que la qualité en souffre de façon rédhibitoire. Derrière Giant, les fabricants chinois montaient en puissance, des usines immenses, des millions d'unités par an, des coûts de main-d'œuvre à 1/5 de ceux de Machecoul. Un ouvrier chinois coûtait 5 fois moins qu'un ouvrier français. Le cadre sortait 5 fois moins cher. Le conteneur traversait l'océan pour une fraction du coût total. L'équation était implacable. Les grands distributeurs de masse qui structuraient désormais le marché français du vélo, Decathlon, Carrefour, Auchan, Leclerc, Intersport, Go-Sport, ne vendaient pas de la nostalgie. Ils ne vendaient pas du savoir-faire Machecoulais. Ils vendèrent du prix. Et quand un vélo assemblé à Machecoul coûtait 4 fois plus cher à produire qu'un vélo assemblé à Shenzhen, la négociation commerciale ne durait pas longtemps. Baissez vos prix ou on achète ailleurs. Gitan ne pouvait pas baisser ses prix sans licencier la moitié de ses ouvriers. Et elle ne pouvait pas ne pas baisser ses prix sans perdre ses clients. C'était le piège classique de l'industrie française confrontée à la mondialisation. Un piège dont les mâchoires se refermaient année après année. Commande perdue après commande perdue. Pour Motobécane, pour Peugeot, pour Gitan, les 3 piliers historiques de l'industrie cycliste française, la question se posait avec une brutalité qui ne laissait pas de place au sentimentalisme. La France conserverait-elle une industrie du vélo, ou bien se contenterait-elle d'apposer des noms français sur des cadres chinois? La réponse vint sous la forme d'une fusion défensive. En 1992, Cycle Gitan, Cycle Peugeot et le basque espagnol BH, Bestegui Hermanos, constructeur de Vitoria-Gasteiz, se rapprochèrent d'Abo pour créer le groupe Cycle Europe. L'idée, sur le papier, était séduisante. Peser face aux Asiatiques, mutualiser les achats de composants, rationaliser la production entre plusieurs sites européens, consolider les marques sous un même toit. Cycle Europe devint à sa formation le plus gros fabricant de cycles d'Europe, un titre qui sonnait comme une victoire, mais qui masquait le fait que le plus gros fabricant de cycles d'Europe était en train de se construire sur les décombres de 3 entreprises qui ne parvenaient pas de ne plus à tenir seules. Pour les ouvriers de Machecoul, le mot « Cycle Europe » n'avait d'abord aucune réalité concrète. Le nom sur la fiche de paie changeait, pas le geste sur la chaîne. Mais ce qui changeait en coulisses, c'était la logique. Sous Brunelière, sous Ootier, sous Renault même, le vélo était le produit. Sous Cycle Europe, le vélo devenait une unité de production dans un tableau de gestion. On ne parlait plus de modèles, de tubes,
de frein, on parlait de marge, de synergie, de rationalisation du portefeuille de marque. Et quand la langue change, les décisions changent aussi. Mais dans les faits, la fusion ne fit que retarder l'inévitable. Les coûts asiatiques continuèrent de baisser. Le marché européen du vélo de masse glissait inexorablement vers l'importation. Et la logique de groupe, qui devait sauver les marques en les consolidant, allait en une décennie les arracher à leur terre d'origine. Quand on fusionne pour survivre, on commence par mutualiser. Quand on mutualise, on commence par fermer les doublons. Et quand on ferme les doublons, c'est toujours le site le plus ancien, le plus petit, le moins moderne qui ferme. Machecoul n'était pas le site le plus petit. Mais Machecoul n'était pas non plus Romilly-sur-Seine et ses 22 hectares hérités de Peugeot. Et ce simple fait allait tout changer. Chapitre 9. De main en main, les propriétaires d'Ati Fantôme. L'histoire des propriétaires d'A de Gitane après Renault ressemble à un jeu de chaises musicales où, à chaque tour de musique, quelqu'un s'éloigne un peu plus de Machecoul. En 1992, le groupe Cycle Europe était logé sous l'aile espagnole de BH. 4 ans plus tard, en 1996, BH revendit Cycle Europe, et donc Gitane et Peugeot, à la société suédoise Monarch. Le passage de l'Espagne à la Suède ne fit pas de bruit à Machecoul. Les ouvriers continuèrent d'assembler. Les cadres continuaient de sortir. Mais le centre de décision venait de quitter la péninsule ibérique pour la Scandinavie, et avec lui, le peu de proximité géographique et culturelle qui pouvait encore lier un propriétaire à une usine du pays de Retz. En 1997, le groupe industriel Grimaldi Industria B prit le contrôle de Cycle Europe. Grimaldi, c'était Salvatore Grimaldi, un entrepreneur d'origine italienne basé à Stockholm, un homme de holding et de consolidation qui rachetait des marques européennes de vélos comme on constitue un portefeuille d'actifs. Le vélo n'était pas sa passion, c'était son investissement. En 1999, Grimaldi détenait l'ensemble du capital de Cycle Europe ainsi que FIVE Bianchi en Italie et Everton Smith au Danemark. Son fils, Tony Grimaldi, né en 1966 à Köping, en Suède, serait nommé en 2010 président-directeur général de Cycle Europe. La logique du groupe Grimaldi était rationnelle, comptable, européenne, pas patrimoniale, pas affective, pas enracinée dans une terre ou dans une histoire. Les vélos Bianchi servaient le haut de gamme italien. Les vélos Crescent, Monarch, DBS, Kiel de Moos, Puch couvraient le marché nordique. Et les vélos Gitane et Peugeot alimentaient le marché français. Chaque marque était un tiroir dans une commode suédoise. Le contenu du tiroir, les ouvriers, les ateliers, le savoir-faire, l'histoire, importaient moins que l'étiquette sur la façade et la marge qu'elle dégageait. C'est sous cette logique que survint la décision qui allait arracher Gitane à sa terre d'origine. Et cette décision, il faut la raconter pour ce qu'elle fut. Non pas un événement brutal, mais une lente hémorragie. D'abord, à la fin des années 90, la fabrication des cadres quitta Machecoul. Le directeur général d'alors, Yves Salin, ancien des cycles Peugeot arrivé à Machecoul après le rachat, confirmera que les pièces ne sont plus usinées en Loire-Atlantique depuis la fin des années 90. Les cadres partaient en Chine. Les tubes d'acier que Marcel Brunelière avait appris à cintrer pendant l'occupation, que ses ouvriers avaient brasés pendant un demi-siècle dans l'atelier de la route de Chalence, ces tubes-là, Betselub-là, arrivaient désormais dans des conteneurs maritimes, préfabriqués, prêts à être peints et assemblés. Le cœur du métier avait été externalisé. Il restait la peau. Puis, au début des années 2000, Cycle Europe opéra le transfert qui porta le coup symbolique. La production des vélos Gitane fut déplacée de Machecoul à Romilly-sur-Seine, dans l'Aube. L'usine héritée des cycles Peugeot, un vaste site de 22 hectares, plus moderne, mieux équipé pour le haut de gamme. La décision était logique du point de vue du groupe. Romilly était plus grand, plus central, plus adapté. Mais du point de vue de Machecoul, c'était un arrachement. Le nom Gitane, celui que Georgette Brunelière avait inventé dans sa cuisine en 1928, celui qui avait été gravé sur les cadres d'Anquetil et d'Inno, celui qui avait fait la fierté de tout un département pendant 3/4 de siècle, ce nom-là quittait Machecoul pour une usine de l'Aube que personne au pays de Retz n'avait jamais vue.
Ce que les anciens ouvriers évoqueront comme le premier traumatisme. Le mot est de l'AFP, citant les salariés de la MICMO. Ce n'est pas la perte d'un contrat ou la fermeture d'une ligne de production. C'est la perte du nom, la perte de l'identité. L'usine continuait de tourner, les ouvriers continuaient de venir chaque matin, les vélos continuaient de sortir, mais ce n'était là plus des gitanes. C'étaient des vélos de distributeurs, des marques blanches, des Auchan, des Carrefour, des Casino, des Leclerc, des Décathlon, des Gosport, des vélos sans nom, des vélos sans histoire, des vélos qui sortaient brûlés d'une usine dont les murs avaient vu passer Hinault et sur lesquels aucun maillot jaune ne courait jamais. Dans le hall d'entrée de l'usine de la route de Challans, les vélos de Bernard Hinault et de Laurent Fignon restaient exposés contre les murs, encadrés, sous verre. Un mausolée. Une preuve silencieuse de quelque chose qui avait existé ici et qui n'existait plus. Les visiteurs qui entrèrent dans l'usine passaient devant ces cadres jaunes et noirs avant d'atteindre les lignes d'assemblage où sortaient des vélos sans marque pour des hypermarchés. Le contraste ne nécessitait aucun commentaire. Il se suffisait à lui-même. Pendant ce temps, Romilly récupérait tout ce que Machécoul perdait. Les marques nobles, le haut de gamme, la fierté du nom. Romilly assemblait les Gitanes, les Bianchi, les Puech. Romilly avait même assemblé des vélos Renault Sport entre 2004 et 2007 et les Peugeot Cycle. Machécoul, le berceau historique de la marque, se retrouvait cantonné au rôle d'usine anonyme pour la grande distribution. L'usine qui avait fait naître une légende était devenue l'usine qui faisait tourner les rayons de Carrefour et de Leclerc. En 2007, un signal d'alarme retentit. Le Conseil général de Loire-Atlantique racheta les murs de l'usine de Machécoul pour 3 millions d'euros, les louant en crédit-bail à Cycle Europe. 3 millions d'euros d'argent public pour maintenir en vie un site que son propriétaire suédois ne jugeait plus assez rentable pour l'entretenir seul. L'apport de trésorerie évita un plan de licenciement et une délocalisation supplémentaire. Le site était maintenu. Mais il était sous perfusion publique, maintenu en vie par l'argent du contribuable de Loire-Atlantique, dans l'attente d'un avenir que personne n'osait décrire en détail, parce que le décrire aurait obligé à admettre que l'avenir ressemblait au présent empire. En 2010, l'usine produisait encore 300 000 à 400 000 unités par an. Mais l'assemblage était désormais l'unique activité restante. Les cadres venaient de Chine. Les composants venaient d'Asie. L'usine recevait des conteneurs et montait des vélos. Le savoir-faire de Brunelière et de Rodois, la fabrication du cadre, le brasage, le cintrage des tubes, cette connaissance intime du métal qui avait fait la réputation de Machécoul, avait traversé les océans et ne reviendrait pas. Chapitre 10. Le tribunal de Troyes. Le 30 octobre 2012, le coup de massue tomba. Le tribunal de commerce de Troyes, dans l'Aube, là où Cycle Europe KA International était immatriculé, à 450 km de Machécoul, dans une ville où personne ne savait ce qu'était le pays de Retz, plaça la filiale française de Cycle Europe en redressement judiciaire. La demande ne venait pas d'un créancier, elle venait du PDG lui-même, Jan Forsche, un Suédois qui dirigeait depuis Stockholm une entreprise dont les usines françaises perdaient de l'argent depuis des années et dont il avait décidé qu'elles n'en perdraient plus. Les chiffres étaient sans appel. L'usine de Machécoul employait entre 250 et 285 salariés. Elle était en surcapacité dans un groupe qui produisait 900 000 vélos par an au total. La production prévue pour 2012, 240 000 vélos, en recul de 13% par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires de Cycle Europe France, 80 millions d'euros, dont 38 millions pour le seul site de Machécoul. En perte. Période d'observation de 6 mois. 6 mois pendant lesquels les ouvriers de la route de Challans vinrent chaque matin à l'usine, sans savoir s'ils y viendraient le mois suivant. 6 mois pendant lesquels la chaîne de montage tournait encore, parce qu'il y avait des commandes à honorer, parce qu'un tribunal de commerce ne ferme pas une usine du jour au lendemain, mais où chacun savait que le bruit des machines pouvait s'arrêter à tout moment. Le porte-parole de la CGT, à Machécoul, s'appelait Didier Garot. C'est lui qui parlait aux journalistes quand les journalistes venaient, c'est-à-dire quand un drame menace un site industriel
et que les rédactions se souviennent soudain que des gens travaillent dans des usines. C'est inquiétant car on ne sait pas s'ils auront la volonté et les moyens financiers d'aller jusqu'au bout, dit-il à l'usine Nouvelle en décembre 2012. Puis cette phrase qui dit tout « et on n'a pas de plan B ». Pas de plan B, la phrase que prononcent les ouvriers de toutes les usines françaises menacées de fermeture dans toutes les régions, dans tous les secteurs depuis 40 ans. Et qui dit chaque fois la même chose. Cette usine est la seule chose qu'il y a. Il n'y a pas d'autre employeur de cette taille à 30 km à la ronde. Si l'usine ferme, ce n'est pas un emploi qui disparaît, c'est le pays de Retz qui perd son centre de gravité. 4 repreneurs se manifestèrent. 2 semblaient d'au sérieux, Intersport, le distributeur sportif français et l'allemand MIFA, associé à 2 anciens cadres de l'usine qui connaissaient le site, les machines et les hommes. La suite se joua devant le tribunal de commerce de Troyes, à des centaines de kilomètres des ouvriers dont l'avenir se décidait entre des avocats d'affaires, dans une salle d'audience où personne ne sentait l'odeur du chalumeau. Les mois d'hiver passèrent. Décembre, janvier, février. L'usine tournait au ralenti. Les commandes entraient au compte-gouttes. Les rumeurs circulaient sur la chaîne. Tel repreneur avait abandonné, tel autre avait déposé une offre. Le tribunal avait repoussé sa décision. Les délégués syndicaux faisaient le va-et-vient entre Machecoul et Troyes, entre l'atelier et le palais de justice, portant sur leurs épaules l'angoisse de 250 familles qui attendaient un verdict formulé dans une langue juridique que la plupart d'entre elles n'auraient pas comprise. En mars 2013, Intersport, sous l'impulsion de son président Jacky Riouet, racheta l'usine de Machecoul à la barre du tribunal. En même temps, Intersport reprit la marque de VTT Sun, qui venait elle-même de déposer son bilan pour la 4e fois. 4 dépôts de bilan pour une seule marque, un record que personne ne souhaitait atteindre. L'opération sauva 175 emplois sur les 259 présents au moment de la reprise. 84 salariés ne furent pas repris. 84 personnes qui avaient leur place sur la chaîne de montage et qui n'en eurent plus du jour au lendemain. 84 familles du pays de Retz à qui l'on expliqua que leur poste n'entrait pas dans le périmètre de la reprise. Le périmètre. Un mot de juriste pour dire qu'on avait tracé une ligne et qu'ils étaient à du mauvais côté. Le site renaît sous un nouveau nom. Manufacture française du cycle, MFC, 3 lettres qui ne disaient rien à personne en dehors de Machecoul. 3 lettres qui remplaçaient un siècle d'histoire. Et Cycle Europe, de son côté, conserva la marque Gitane. La marque, pas l'usine, pas les ouvriers, pas la mémoire, pas les murs de la route de Challens. Le nom, le droit juridique de l'apposer sur des cadres venus de Chine, assemblés à Romilly-sur-Seine, à 450 km de l'écurie de la rue des Redoux, où une vache avait regardé naître les premiers vélos. C'était, pour Machecoul, la fin officielle de la marque Gitane sur place. Sébastien Gachet, qui travaillait dans cette usine depuis 1994, 19 ans de chaîne, 19 ans de savoir-faire accumulé dans les mains, le dira des années plus tard avec la précision douloureuse des gens qui savent exactement ce qu'ils ont perdu. Le berceau de la marque, c'est Machecoul. Et ça, on ne pourra pas le changer. Non, on ne pourra pas le changer. Mais on pouvait, et on l'a fait, séparer le berceau de l'enfant. Chapitre 11. Les 2 vies parallèles. Après la cassure de 2013, 2 histoires se poursuivirent en parallèle, l'une à Machecoul, l'autre à Romilly, comme 2 rivières issues de la même source et qui ne se rejoindraient plus. À Machecoul, le pari d'Intersport tint, et même, contre toute attente, il prospéra. Sous la direction d'Yves Salahin d'abord, puis de David Jamin, secondé par Romain Pérusse aux opérations et le PDG d'Intersport Gérard Leclerc au-dessus, la manufacture française du cycle monta en puissance avec la méthode et la discipline d'une entreprise qui savait qu'elle jouait sa dernière chance. 131 000 vélos en 2013, la première année, celle où il fallait prouver que le pari n'était pas fou. 245 000 en 2014, plus de 350 000 en 2015. L'effectif passa de 178 CDI au moment de la reprise à plus de 650 collaborateurs au début des années 2020.
Environ 40 millions d'euros furent investis en 10 ans pour moderniser le site. Nouvelle ligne d'assemblage, robotisation partielle, logistique repensée. L'usine assemblait désormais des Nakamura, la marque distributeur d'Intersport, dont la fabrication avait été rapatriée du Portugal, d'Italie et de Bulgarie, ainsi que des Sun pour le haut de gamme VTT, des EXS, des TVT, et les vélos pour collectivité, les Vélib de Paris, les Naolib de Nantes. En 2022, année record, portée par la bulle post-Covid qui avait fait exploser la demande de vélos dans toute l'Europe, la MFC sortit 600 000 vélos, dont 203 680 de vélos à assistance électrique, pour un chiffre d'affaires de 233 millions d'euros. Premier assembleur de vélos en France. Premier producteur de VAE du pays. Des chiffres qui auraient fait rêver Claude Hautier en 1974. Mais il fallait regarder de plus près pour comprendre ce que les chiffres ne disaient pas. Romain Pérus, directeur des opérations de la MFC, l'a formulé sans détour en 2026. Seuls les cadres sont réalisés par une usine partenaire en Chine. Seuls les cadres, c'est-à-dire le cœur du vélo, la pièce autour de laquelle tout s'assemble, celle que Marcel Brunelière avait appris à fabriquer lui-même pendant l'occupation, par nécessité, et qui avait fait la fierté technique de Machecoul pendant 60 ans. Cette pièce-là venait de Chine, des conteneurs entiers de cadres en aluminium ou en acier, fabriqués par une usine partenaire dont les ouvriers machecoulais ne connaissaient ni le nom ni le visage des travailleurs. Ce qui restait en France, c'était l'assemblage. Monter des composants importés sur un cadre importé, les régler, les tester, les emballer, les expédier. Un travail réel, un emploi réel, une compétence réelle qu'il ne faut pas mépriser, assembler un vélo électrique avec ses capteurs, son moteur, sa batterie, son électronique. C'est un métier qui demande de la précision et de la formation. Mais ce n'était pas la même chose que fabriquer un vélo de bout en bout. Le brasage avait disparu. Le cintrage des tubes avait disparu. La peinture des cadres avait disparu. Les cadres arrivaient peints de Chine. L'usine de Machecoul était devenue un atelier de montage à grande échelle et les ouvriers qui y travaillaient le savaient. Ils n'en parlaient pas nécessairement avec amertume. Le travail, c'est le travail, et avoir un emploi à Machecoul en 2024 était un privilège que beaucoup d'anciens salariés de l'industrie française auraient envié. Mais ils savaient. Le sens du geste avait changé. La fierté était là. Assembler des vélos, c'est assembler des vélos. Mais ce n'était plus la même fierté que celle de l'ouvrier qui pouvait dire « Ce cadre, je l'ai brasé moi-même ». Et après le pic post-Covid, cette bulle de demande qui avait gonflé le marché du vélo dans toute l'Europe entre 2020 et 2022, avant de se dégonfler aussi vite qu'elle avait grossi, la descente commença. En 2024, la production redescendit à 300 000 vélos. Le chiffre d'affaires tomba à 196 millions d'euros. 650 salariés. Le site tenait. Mais il tenait dans un monde où la demande se contractait et où la concurrence asiatique n'avait fait que se renforcer. Pendant ce temps, à Romilly-sur-Seine, la marque Gitane survivait sous la direction de Cycle Europe. Jérôme Valentin pilota le repositionnement de Gitane vers le vélo électrique, avec un succès initial qui fit illusion pendant quelques années. Au début des années 2010, Gitane devint la première marque de vélo électrique en France. La Gitane Signature, au cadre arrière sans haubans, sortit en 2015. La gamme e-City Steps se vendait dans les magasins vélo et oxygène. Tony Grimaldi, pendant son mandat à la tête de Cycle Europe France entre 2006 et 2011, avait décroché le contrat pour fournir les vélos jaunes des facteurs de la Poste, un symbole qui n'était pas rien dans un pays où le facteur est le dernier lien quotidien entre l'État et le citoyen rural. 200 salariés à Romilly en 2017, 150 en 2024. L'effectif fondait comme neige au soleil, et la dette s'accumulait. Chapitre 12. La dernière session. En 2023, Cycle Europe France entra à nouveau en difficulté financière. La dette s'élevait à un peu moins de 25 millions d'euros. 25 millions, une somme qui paraît abstraite tant qu'on ne la rapproche pas de ce qu'elle signifie. C'est le prix de l'incapacité à faire vivre une marque qui avait autrefois gagné 11 Tours de France.
C'est le gouffre entre ce que Gitane rapportait et ce que Gitane coûtait. C'est la dette d'une marque qui avait perdu sa substance et qui ne vivait plus que de son nom. Grimaldi Industries décida de se désengager du marché français. La logique était, comme toujours, rationnelle. Le groupe suédois voulait se recentrer sur ses marques nordiques, Crescent, Monarch, DBS, Kildemos, Puch, et sur l'Italie, où Bianchi, la marque la plus ancienne du cyclisme mondial, restait un actif de prestige que les amateurs du monde entier étaient prêts à payer au prix fort. La France, avec ses coûts de main-d'œuvre, ses normes sociales, son marché compressé par la concurrence asiatique et par la fin de la bulle post-Covid, n'entrait plus dans l'équation scandinave. Grimaldi ne haïssait pas la France. Grimaldi faisait des calculs, et les calculs disaient de partir. Le 26 septembre 2024, le tribunal de commerce de Troyes, le même tribunal, la même ville, la même juridiction qu'en 2012, valida la reprise de Cycle Europe France par le groupe Rebirth, fondé par Grégory Trébaol, un entrepreneur breton, ancien d'EasyBike, déjà détenteur des marques Solex, Matra, Lejeune et Colline. Rebirth se positionnait comme un collectionneur de marques françaises de deux roues, un homme qui croyait à la valeur commerciale du patrimoine industriel hexagonal. Le nom même de son entreprise, Rebirth, Renaissance en anglais, disait la promesse et peut-être l'illusion, faire renaître ce qui avait été laissé mourir. Le rachat, effectif au 7 octobre 2024, portait sur la totalité de la propriété de Cycle Europe France, sur les licences Peugeot Cycle qui couraient jusqu'en 2025, sur le réseau de magasins Vélo et Oxygène, et sur la marque Gitane. Les 150 salariés de Romilly-sur-Seine furent repris à 100%, un soulagement pour 150 familles de l'Aube, mais un chiffre qui mesurait en creux l'étendue de l'effondrement. 150 salariés. L'usine de Machécoul en comptait 720 en 1975. L'équipe Renault Gitane couvrait à elle seule 30 coureurs professionnels et un staff technique d'une trentaine de personnes, et il ne restait plus pour porter le nom Gitane dans toute la France que 150 personnes dans une usine de l'Aube. Trébaol annonça la construction d'une nouvelle usine moderne à Romilly et visa une production de 200 000 à 250 000 vélos par an entre Saint-Lô dans la Manche et Romilly. Des investissements, des promesses, des projections, le vocabulaire de la reprise, le même que celui qui avait accompagné chaque changement de propriétaire depuis 1985. 40 ans de promesses. De Renault à Polange, de Autier à Cycle Europe, de BH à Monarch, de Monarch à Grimaldi, de Grimaldi à Rebirth. 6 propriétaires en 40 ans, pour une marque qui en avait eu un seul pendant ses 40 premières années. La marque Gitane était sauvée, juridiquement, commercialement, sur le papier. Mais la marque Gitane, au printemps 2026, n'avait plus aucun lien avec Machécoul. Pas un seul salarié du pays de Retz ne travaillait sur un vélo portant ce nom. Le berceau avait été vidé de l'enfant depuis plus de 20 ans. La marque survivait, sous propriété française à nouveau, après 27 ans de propriété suédoise. Mais elle avait perdu sa terre, ses mains, son atelier. Elle était devenue ce que tant de marques industrielles françaises étaient devenues au tournant du siècle. Un mot, un logo, un actif immatériel coté dans un bilan comptable, détaché de toute géographie, de tout savoir-faire incarné, de toute main d'ouvrier. Chapitre 13. Les vélos dans le hall. Le 8 avril 2025, pour les 100 ans de l'usine de Machécoul, le Tour des pays de la Loire s'élança devant la manufacture française du cycle, en présence de Bernard Hinault, venu en invité d'honneur. Hinault avait 70 ans. Il se tenait droit, comme il s'était toujours tenu. Le blaireau ne pliait pas, même à la retraite. Il était venu célébrer un centenaire. Mais le centenaire de quoi exactement ? Il n'y avait pas une seule marque Gitane sur la chaîne d'assemblage. Les vélos qui sortaient ceux de l'usine ce jour-là portaient en solo le nom de Nakamura, pas de Gitane. Le profil avec lequel Hinault avait écrasé les contre-la-montre du Tour dormait dans le hall d'entrée, sous verre, encadré comme un tableau dans un musée. Le Gitane jaune et noir de 1981, celui de 82, le vélo de Fignon de 83 ou 84.
Ils n'avaient plus tourné depuis 40 ans. Ils ne tourneraient plus jamais. Le contraste n'avait pas besoin de commentaires. Hinault était venu célébrer l'ombre d'une marque dans une usine qui portait un autre nom. Les ouvriers qui l'accueillirent ce matin-là assemblaient des vélos électriques pour Intersport et des Vélib pour les Parisiens. Leur travail était réel. Leurs compétences étaient réelles. La MFC, avec ses 35 000 m² d'usine, ses 30 000 m² d'entrepôt et ses 650 salariés, était le premier assembleur de vélos en France, et cela n'avait rien de négligeable. Mais entre les murs de cette usine, le nom de Gitane n'était plus qu'une mémoire suspendue. Les cadres s'ouverts d'un champion à la retraite, dans le hall d'une manufacture qui avait changé de nom, de propriétaire, de produit et de raison d'être. L'ancien directeur sportif Cyril Guimard l'avait dit en 2021, avec la franchise brutale des hommes qui ont gagné et perdu dans la même vie, la marque est morte, à la fois dans l'esprit des professionnels et du grand public. Peut-être avait-il tort sur le plan juridique. Reibert préparait une nouvelle vie aubienne à la marque. Mais il avait raison sur l'essentiel. Ce qui faisait de Gitane autre chose qu'un nom, le lien entre un atelier et un maillot, entre un ouvrier et un champion, entre Maché-Cool et le Tour de France, entre le sifflement du chalumeau et le rugissement de la foule sur les Champs-Élysées, ce lien-là avait été coupé. Et les liens coupés dans l'industrie française ne se renouent pas. On en fabrique d'autres, ailleurs, avec d'autres mains. Mais les mêmes, non. La rue Marcel Brunelière conduit toujours à l'usine. L'ancienne écurie de la rue des Redoux, en centre-ville, a été reconvertie depuis longtemps. Il n'y reste ni vache, ni cheval, ni le souvenir de Brunelière et de Rodois penchés sur leur premier cadre. Mache-Coulcin même, la commune a fusionné en 2016, reste officiellement la ville du vélo. 650 personnes travaillent encore dans l'usine de la route de Chaland. Le premier employeur de la commune assemble 300 000 vélos par an. Le site vit. L'industrie tient. Le travail continue. Et cela compte. Cela compte plus que n'importe quelle nostalgie. Mais l'usine assemble des vélos dont les cadres viennent de Chine, sous des marques qui ne s'appellent pas Gitane, pour un distributeur sportif dont le siège est ailleurs, dans une France qui a oublié qu'on pouvait fabriquer un vélo de bout en bout dans le pays de Retz, du tube d'acier brut jusqu'au liseré peint à la main sur le cadre du champion. Et la marque Gitane, elle, survit à Romilly, sous un nouveau propriétaire, avec de nouvelles promesses, la 6e série de promesses en 40 ans. Peut-être que cette fois sera la bonne. Peut-être que Reibert fera ce que son nom promet. Mais ce qui a été perdu entre Maché-Cool et Romilly, entre 1928 et 2026, ne se retrouvera pas dans une nouvelle usine. Ce qui a été perdu, c'est le lien entre un nom, une terre, un savoir-faire et des mains. Et ce lien-là n'est pas un actif qu'on rachète à la barre d'un tribunal de commerce. Les vélos d'Hinault et de Fignon sont toujours dans le hall, jaunes et noirs, encadrés, silencieux. Ils n'ont pas bougé depuis 40 ans. Ils ne bougeront plus. Ce sont des reliques de saints dans une cathédrale qui n'a plus la même messe.